Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur ce nouveau média Azur, le podcast qui rassemble les entrepreneurs, les sportifs, les créateurs, les bâtisseurs de la Côte d'Azur. Aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer Romain Filancia, qui est entrepreneur, restaurateur. Il va nous raconter ses défis, ses victoires et son parcours. Salut Romain. Salut David. Écoute, ça me fait vraiment plaisir que tu sois mon premier invité. Merci pour ta venue aujourd'hui. Un plaisir, merci à toi de me recevoir. Plus dans un lieu emblématique comme l'école ISKE, dans leur studio. C'est vrai, j'allais le dire et tu m'as devancé. On va parcourir ta vie d'entrepreneur, ta vie tout court, durant cet épisode. Est-ce que tu peux nous parler de toi dans un premier temps, sur le plan personnel ? Oui. Écoute, j'ai grandi à Nice. J'ai fait mes études ici au Parc Impérial, en option sport. Et puis j'ai poursuivi ma poursuite d'études à l'école ISKE, où j'ai préparé un master en entrepreneuriat sur le grand parcours. Et puis, je suis passé par des maisons comme Lacoste et j'ai terminé mon cursus en apprentissage ici même, à l'école ISKE, sur la partie relations entreprises. Donc voilà comment a débuté ma carrière professionnelle. Et à part ça, depuis que j'ai 15 ans, je bosse dans la restauration, principalement les saisons, à S-Village et après à Saint-Tropez, où j'ai fait mes armes avec Christophe Leroy. Ok. Et est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es dit je veux mon chez-moi niveau professionnel, c'est-à-dire je veux créer quelque chose qui m'appartient et dont je donne l'image. Je crois que pour se lancer, il faut jamais trop se poser la question. C'est pas des choses qui se prévoient en amont. C'est pas quelque chose où tu te dis il me faut mon chez moi, parce que finalement, après 10 ans de recul, t'es jamais vraiment chez toi. T'es surtout Clair. chez ton banquier. C'est clair. Mais je pense que c'est quelque chose qui se fait de manière naturelle. Je pense qu'on est tous avec une dynamique et quelque chose dans le sang. Et on est tous prédestinés à quelque chose avec un positionnement particulier pour chacun d'entre nous. Et chez moi, ça s'est fait de manière hyper naturelle. Ça a été une première opportunité, puis une deuxième. Et puis après, je me suis lancé. Et maintenant, ça fait 10 ans. Ok. Et je suis très heureux, très épanoui. Mais j'ai été très heureux et très épanoui en tant que salarié aussi. Donc, j'ai pas d'orgueil particulier à me dire que je suis chez moi. C'est vraiment pas la dynamique dans laquelle je suis. Ok. Parce que je pense que quoi qu'il arrive, même si, entre guillemets, on le vulgarise en disant on est chez nous, on a toujours besoin de l'extérieur. Surtout quand on est jeune comme moi. J'ai commencé très tôt, j'avais 22 ans. Donc, quand on est jeune, on a toujours besoin de s'inspirer de l'extérieur, de s'inspirer d'autres personnes. C'est vrai. Et moi, j'ai un ancrage très fort avec l'ancienne génération, sans vouloir manquer de respect à qui que ce soit, mais parce que je pense que pour continuer d'apprendre et de performer et d'évoluer, il faut s'inspirer des personnes qui sont déjà passées par les étapes par lesquelles on passe en tant que chef d'entreprise. Et voilà un peu mon On va y revenir ma après dynamique. pendant ton parcours entrepreneurial. En préparant cette émission et puis en te connaissant un peu plus personnellement, on sait que tu parlais d'ancrage tout à l'heure. Tu as un vrai ancrage par rapport à la Côte d'Azur, par rapport à Nice. Comment tu vois ça ? Est-ce que c'est plus une base, un moteur, et ça peut être un frein parfois sur sur certaines choses ? Par rapport à l'ancrage, et en préparant cette émission, comme je te disais, tu es assez proche de la BSN, le groupe de supporters très connu de notre club, le GC Nice. Est-ce que tout ça, pour toi, c'est quoi ? C'est une base, un moteur, un frein ? Alors, il y a plusieurs éléments de réponse que je vais apporter dans cette longue question. On t'écoute. J'avais repoussé cette question sur ma proximité avec le groupe de la BSN sur un interview précédent, mais là je vais y répondre parce que je pense qu'on est vraiment dans un format qui pousse à rentrer en détail Exactement, tu as tout compris. dans ce qu'on est. Mon ancrage local, oui, il est très important. Il est très important pour plusieurs raisons, parce que c'est le territoire qui a permis de contribuer à ce que je suis. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est parce que mes enfants grandissent dans ce territoire. La troisième, c'est parce que c'est un territoire qui est très riche
selon moi, mais de plusieurs façons, culturellement, économiquement aussi, socialement. Je pense qu'on est le seul territoire où tu peux, le matin, l'été, aller te faire une randonnée et l'après-midi à 13h mettre tes pieds dans l'eau. C'est un atout. Vraiment. Pareil pour le ski l'hiver. Donc, je pense que déjà, l'environnement en lui-même est très riche. J'y suis très attaché parce que j'ai une culture méditerranéenne qui est très, très, très prononcée. C'est un atout, oui, c'est une base aussi, parce que c'est le socle de ma culture. Donc, c'est comme ça aujourd'hui que c'est ce sur quoi je me repose aujourd'hui pour mon métier et pour les valeurs que je décide de véhiculer. Pour ma proximité avec la BSN, oui, ça me fait sourire parce que c'est des sujets qui reviennent souvent sur la table. Pareil, je pense que dans cet ancrage local, on a des points de référence et avant tout, c'est une question d'amitié parce que le noyau du groupe, je suis ami avec le noyau du groupe depuis certains 17 ans, d'autres 25 ans. Donc c'est vraiment une question D'amitié. d'humain et d'amitié principalement. Et après, effectivement, c'est une question de valeur et de positionnement dans le sens où on partage les mêmes valeurs, on a le même amour pour le terroir, pour le territoire, on a la même volonté de pouvoir aider les autres, de défendre aussi ces valeurs qui nous tiennent à cœur. Principalement, on est, je pense, un des endroits où les festins dans l'arrière-pays sont aussi réputés. Donc ça, c'est des choses aussi qui sont super importantes. Quand je dis cette connexion avec ton territoire, je pense que c'est hyper important. Et j'ai toujours dit, parce qu'on m'a souvent posé la question, est-ce que tu te verrais à l'étranger? J'ai dit, avant de vouloir conquérir un environnement extérieur que tu ne connais pas et que tu ne maîtrises pas, essaye déjà de maîtriser le local dans lequel tu as évolué. Et une fois que tu penses avoir maîtrisé ce qui t'entoure, à ce moment-là, tu peux avoir des idées d'ailleurs. Ok. Si tu veux bien, on va aller un peu sur ton parcours entrepreneurial. Donc, tu es fondateur du restaurant Da Andrea qui se trouve dans le quartier de la Libération. Oui. Tu es également président de l'association C'est des ça. commerçants. C'est Tu ça. peux nous en dire plus sur l'association? Oui, l'association des commerçants, il y avait une équipe de cette ancienne génération. À un moment donné, ils avaient envie de passer le flambeau. Ils sont venus me solliciter une fois. Et puis, je dis, jamais de la vie, j'ai pas le temps. Puis une deuxième fois, puis une troisième fois. Et je crois que la troisième fois, ils m'ont C'était pas la trop bonne. laissé le choix. Donc, je me suis dit que j'avais à cœur de continuer à véhiculer des valeurs un peu anciennes qui se perdent aujourd'hui. Et je me suis dit, si c'est la position que l'univers décide de te donner, alors saisis-la et puis continue de faire perdurer ce qui s'est créé. Parce que effectivement, aujourd'hui, j'ai de la chance d'être un peu mis en lumière sur la Libé, mais c'est pas moi la Libé. Je suis juste un jeune qui est tombé amoureux de ce quartier-là parce qu'il coche toutes les cases qui correspondent à ce que j'aime et ce que je suis. Je pense qu'aujourd'hui, je véhicule juste l'image de ce que tous les acteurs de ce quartier ont permis de créer et véhiculent au quotidien, que ce soit les commerçants, les riverains, ceux qui sont passés là avant nous, ceux qui ont permis à la Libé d'exister par elle-même. Et puis voilà, si je peux être ce fil conducteur et ce vase communicant, peut-être avec un jeune qui arrivera prochainement et qui voudra prendre ce rôle-là pour continuer de faire perdurer, c'est avec plaisir. Ok, et pour toi, au niveau de l'entrepreneuriat, devenir entrepreneur, c'est quelque chose qui arrive par vocation ou plutôt par nécessité? Moi, comme je te disais tout à l'heure, je pense que c'est plus les choses, elles se font naturellement. Donc, c'est pas une nécessité parce que si c'était une nécessité, je peux te garantir que je serais certainement pas où je suis là. Dans le sens où une vie d'entrepreneur, c'est une vie qui est faite de hauts et de bas, de moments de doute, d'échecs, beaucoup d'échecs. On va y revenir après, ouais. Il y a eu des moments où tu as pensé à te dire j'arrête tout? Non. Non, jamais. Ok. Jamais. Parce que, un, je suis déterminé, deux, j'aime pas échouer. Donc, c'est des phrases, des philosophies d'esprit que tu commences à mettre en place et des mécanismes que tu mets en place quand tu échoues. Et comme j'aime pas échouer, je me suis toujours dit qu'après un échec, il fallait se relever et puis il fallait trouver la solution pour contrer cet échec. Et puis voilà. Ok. En plus du restaurant sur le quartier de la Libération, tu es devenu un peu le roi de la broche. Tu as ouvert la partie traiteur de ton restaurant.
Est-ce que tu peux nous raconter comment c'est né? Et on voit sur les réseaux que ça marche. Ouais. Quels sont les retours que tu as de tes clients? Alors, c'est le roi de la broche, c'est très flatteur. Mais je pense que si tu vas chez Brigitte Bardot, à mon avis, dans son salon, il y a une grosse photo de moi et elle jette des fléchettes à chaque fois qu'elle y rentre. C'est né un copain un jour qui fait une crémaillère chez lui et qui me dit: Oh, manger souvent, est-ce que tu arriveras à me faire quelque chose pour la maison? J'ai dit: Écoute, j'ai jamais fait, mais pourquoi pas? Et on est parti avec toute l'équipe du restaurant et on a créé un espèce de buffet avec un peu de live cooking à l'époque, mais je connaissais même pas le principe du live cooking. Ça a bien fonctionné, on a eu des super retours, et puis après ça a été l'effet boule de neige, 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 qui font aujourd'hui que on tourne pas mal sur la partie traiteur et catering. Je suis un peu atypique dans ma philosophie de vie et dans ma façon de penser et aussi dans ma façon de faire les choses. Donc on a un peu révolutionné ce secteur qui, comme beaucoup de choses en France, est un peu archaïque et on l'a pas modernisé dans le sens amélioré, mais quand je dis révolutionné, c'était plus sur le côté, on l'a humanisé. J'ai aucun menu qui est fait, moi. Ok. Ça veut dire qu'il n'y a, C'est au feeling. y a pas un menu à 40 balles, à 50 balles, à 100 balles, à 120 balles. On est sur de la construction de menus personnalisés. Alors bien entendu, il y a des items qui reviennent souvent par expérience de ce qui fonctionne, de ce qui plaît. Mais on construit des menus sur mesure en fonction de plein de critères, le type d'événement, le budget, les goûts des clients. Voilà. Ok. Et oui, oui, ça fonctionne bien, on se plaint pas. Mais avant de fonctionner bien, ça a été beaucoup de sacrifices. Et puis voilà, les retours, c'est que les gens sont contents parce qu'on crée un vrai lien avec nos clients, principalement sur les mariages, parce que ça, ce sont des moments importants de vie. Je dis toujours que le traiteur a sa part pour créer une osmose dans ce mariage, et on crée du lien avec l'ensemble des convives, avec les mariés principalement sur toute la préparation. Et je pense que c'est ce qui est le plus kiffant. Je suis arrivé à un stade où la cuisine est très importante parce que c'est mon cœur d'activité, mais surtout, ça devient un prétexte, entre guillemets, parce que ça permet de fédérer, de rassembler. Et comme, je crois que c'est Sarkozy qui disait ça, mais je le ressens vraiment à l'intérieur de moi-même, c'est que j'aime énormément les gens et je donne tout ce que je suis pour les gens, de manière générale, et surtout, j'aime être aimé au retour aussi. Donc, je pense que quand tu es dans cette dynamique de sentiments, d'amour et d'humanité, tout le reste, c'est du kiff. Ça roule, ouais. Comment tu gères la partie traiteur, la partie restaurant et en même temps ta vie de famille dans tout ça? Parce que il n'y a pas de jour il y a pas de jour de repos. Au final. Ouais, c'est du 7/7, même si par moment, il n'y a pas de présentiel, entre guillemets, sur un événement, sur le restaurant, mais c'est compliqué, surtout que là, on a connu une grosse croissance depuis début janvier sur la partie traiteur. Donc, c'est un peu compliqué. Il faut juste, je pense qu'il faut, encore une fois, sortir des sentiers battus, être transparent et honnête avec ta clientèle. Je sais que le restaurant, on est obligé de le fermer par moment. On ne peut pas l'ouvrir encore le soir. Je le dis haut et fort à tout le monde. C'est pas qu'on veut pas, c'est qu'aujourd'hui, on peut pas parce qu'on ne veut pas se louper, ni sur la partie restaurant, ni sur la partie traiteur. Donc, tu es ouvert que le midi. Donc là, pour l'instant, le restaurant n'est ouvert que le midi et le vendredi soir, mais on est en train de travailler. Je pense que ça sera effectif dès septembre pour réouvrir à la fois le midi, le jeudi, le vendredi et le samedi soir également. Ok. Et pour toi, un lieu qui marche, c'est quoi? Est-ce que c'est une équipe? Est-ce que c'est l'ambiance qu'il y a, l'atmosphère qu'il y a dans ton restaurant? C'est quoi? Je pense que c'est. Je fais un rapprochement au sport parce que ça a été longtemps ce qui m'a importé. Je pense que c'est une question de collectif pour que ça fonctionne. Et dans ce collectif-là, bien entendu, j'inclus les équipes qui sont, je pense, le cœur même de la réussite. Et moi, j'ai de la chance d'avoir des gens qui m'entourent formidables. Mais je pense qu'il y a un ensemble de choses. L'humain, c'est le plus important, donc le staff est très important. La qualité de la cuisine, bien évidemment. Surtout qu'aujourd'hui, on n'est plus dans ce qui se faisait il y a 10 ans. C'est-à-dire que je pense que l'ensemble des restaurateurs s'est mis à niveau et que aujourd'hui, alors que la tendance était à l'inverse il y a une dizaine d'années, aujourd'hui, de partout où tu vas, tu manges quasi bien de partout. Oui, c'est vrai. Donc, ce qui va faire la différence, c'est à la fois le service, c'est à la fois
le renouvellement de ta carte. Et c'est ce qu'on met en place. À peu près tous les 15 jours, 3 semaines, on fait un changement de carte. On a un petit menu. Voilà, et on fait les choses de manière très simple, avec beaucoup d'humilité. Et je veux que ce soit, pour moi, chez moi par exemple, le but c'est que ce soit hyper convivial, que ce soit familial, que tout le monde s'y retrouve. Et aujourd'hui, on a une clientèle qui est mixte et je trouve que ce qui est formidable, c'est qu'on a à la fois du notaire, de l'avocat, du dentiste et on a l'ouvrier aussi du quartier qui vient là. Et je trouve Ça que ça, rassemble. ouais, ça rassemble, ça fait une osmose et tout le monde sait que chez D'Andrea, il n'y a pas de. Mm. Personne va te juger sur ce que t'es, comment t'es. C'est un peu venez comme vous êtes. Ouais, on va dire ça, mais le problème c'est que le slogan il a été pris par McDo, que je suis pas très fan de. Si tu veux bien, on va passer à une autre partie de l'interview, ce qui est un peu plus ton regard sur la France Oui. et ton regard sur l'avenir, notamment de ton métier. On voit qu'on a eu plusieurs crises, je passe la crise du Covid et toutes les autres crises qu'on a pu avoir, l'inflation, les changements sociaux qui apparaissent. Comment, dans 5 ou 10 ans, comment tu vois la restauration? Alors je vais être très tranchant et je pense que c'est aussi le but de cet exercice-là Il faut. sympathique. Et ça me dessert ce que je vais te dire, mais comme je suis quelqu'un de très transparent, je ne fais pas beaucoup de filtres. Je ne crois plus en la restauration traditionnelle comme elle existe aujourd'hui. Parce que, financièrement, économiquement, les gens ne sont plus assez à l'aise pour pouvoir s'offrir un restaurant tous les midis, par exemple, pour ceux qui bossent. Deuxièmement, parce que je pense qu'en analysant on va dire les 10-15 dernières années, on s'est rendu compte que ce qui était devenu notre force, c'est-à-dire le côté restauration à la française, avec tout l'art qui vient se créer autour, a perdu de sa valeur dans le sens où, je me rappelle très bien, même quand on a commencé notre activité, les gens ils venaient manger tous les midis, et il y avait plus cette notion de plaisir de venir manger au restaurant, il y avait plus cette notion de passer un moment. Et aujourd'hui, au-delà de l'aspect économique, et je ne le dis pas du tout sur une plainte, je me plains pas sur Bien sûr. ce procédé-là, mais je pense que quand tu vas manger au restaurant, c'est pour passer un bon moment. Tu bois un apéro, un verre de vin, une petite entrée que tu partages, un plat que tu manges et un dessert à partager ou non, un petit café. Et là, on est plus dans le fait qu'il faille juste se nourrir. Donc, on voit de plus en plus le phénomène de on arrive, fais-moi ça le plus vite possible parce que je suis hyper pressé. Donc, je trouve que ça a perdu un peu de son sens. On a enlevé le plaisir. Ouais, on a enlevé tout le côté plaisir et tout ce qui venait se greffer au fait d'aller manger dans un restaurant. Donc, pour toutes ces raisons que je viens d'évoquer, je ne crois plus en cette restauration traditionnelle. Je crois plus au fait que les gens, malgré ce qu'on voit et malgré l'actualité, ont vraiment besoin de se rapprocher, de se réunir, de se rassembler. Et je pense qu'on peut se servir de ce métier-là pour recréer des liens entre tout le monde. Et très prochainement, je pense nous, on s'orientera en tout cas sur du plat de partage, Ok. plus que sur du plat unique, quoi. Ok. En tout cas, sur les jeudis, vendredis soirs, et samedi soir, pardon, parce que le vendredi, on est ouvert en mode restaurant traditionnel, mais on va plus s'orienter sur un côté gros apéritivo, un peu notion de partage. Tu Un peu vois. festif. Ouais, méditerranéen, un peu festif. Ok. Voilà, où il n'y a pas de prise de tête et où tout est cool. Quand tu te partages un plat, tu crées du lien avec la personne en C'est face sûr. de toi. Mm. Tu n'es pas la tête dans ton assiette en train de dévorer parce Tu que vis un tu es moment, affamé. c'est pas Tu juste vis le un moment. moment de nourriture. Tu échanges sur qu'est-ce que tu manges toi, fais-moi goûter. Mm. Tu vois. Je vois totalement. Si tu avais un pouvoir magique, et que on te demandait, monsieur Financia, on aimerait avoir une mesure à proposer aux entrepreneurs comme toi, quelle serait cette mesure? Je suis pas très porté politique, moi, donc je suis pas trop au courant de ce qui se fait, de ce qui se fait pas. Je trouve juste qu'on est sur un modèle de pensée, de raisonnement qui est complètement archaïque et on a des gens, je pars pas autant au niveau des municipalités, je parle plus au niveau de l'État. On a des gens qui sont complètement dépassés par la réalité, avec un manque profond de ce contact terrain et de cette vie de tous les jours au quotidien à gérer. Donc, bien entendu que je pense que la réponse classique traditionnelle, c'est qu'on est
étouffé par un tas de charges économiques, mais aussi avec des règles qui sont fastidieuses et qui sont plus adaptées à la réalité du terrain Il faut aujourd'hui. ralentir les choses plutôt. Ouais, te faire un papier aujourd'hui en France, côté administratif, et il faut 3 semaines, tellement il faut passer par Madame A et Monsieur B Et le courrier. X et Y, et on n'a pas reçu, et aller sur Internet maintenant. Comme tout se digitalise, ils essayent de se mettre à la modernité, mais ils gardent ce côté archaïque. Donc, non, ce que je pense, c'est qu'il faudrait mettre un gros coup de pied dans la fourmilière. Et j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose auquel je crois profondément et fondamentalement. C'est que juste de remettre l'humanité au centre de tout ce qu'on veut faire, de toutes les actions qu'on décide de mener, que ce soit politique, culturelle, sociale, économique. Et à partir de ce moment-là, une fois qu'on a remis l'amour au centre des choses et qu'on apprend à aimer les autres et qu'on ne regarde pas juste le bout de son nez et sa propre personne, mais qu'on se met dans une dynamique où on est là pour les autres aussi, avant tout, parce qu'il faut savoir donner pour recevoir. Je pense que ça, c'est une mesure, mais ça serait très compliqué de la faire appliquer. Ah ouais, c'est sûr. C'est sûr. Si tu veux bien, on va passer à une autre partie de l'interview, plus sur la transmission. Ouais. Tu as des enfants, tu sais ce que c'est la transmission. Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même, l'entrepreneuriat? La remise en question. Parce que quand tu commences jeune, tu ne penses pas forcément à la remise en question, et elle prend des formes un peu différentes au début, et puis avec le temps et l'âge aidant, et puis surtout, je suis encore jeune, hein, Encore jeune, ouais. mais je veux dire, comme je suis marié, j'ai 2 enfants, donc tout de suite tu passes dans un élan de maturité qui prend une autre dimension. Et en fait, tu te rends compte que la remise en question, elle est essentielle dans ta vie, et c'est ce que je mets en place chaque jour, mais dans tout, hein. Tu vois, tu parles de transmettre. Aujourd'hui, par exemple, je me sens pas de transmettre à des jeunes quelque chose. Parce que je suis pas encore prêt, parce que j'ai pas encore assez d'expérience, parce que je manque aussi de maturité sur... C'est une qualité incroyable Bien de sûr. transmettre, hein. Il n'y a pas que transmettre une connaissance, il faut avoir de la sagesse pour pouvoir la transmettre de la bonne manière. Crédibilité. De la crédibilité. Voilà, aujourd'hui, je transmets à mes enfants des idées que j'ai, des valeurs que ma mère, que mes parents m'ont transmis. C'est ça que je transmets. Dans mon boulot de tous les jours, j'ai des équipes de jeunes, je transmets cette volonté d'aller de l'avant, cette dynamique de toujours vouloir plus, de toujours vouloir faire bien. Donc ça, c'est une façon de transmettre. Mais je pense que la façon de transmettre de manière profonde, elle peut se faire qu'à partir d'un certain seuil d'expérience de vie et de maturité. Et est-ce que toi, tu te fais encore conseiller par des mentors, par des personnes qui t'inspirent? Ouais, tous les jours. Par exemple? Tous les jours, j'ai plein de copains qui sont aussi dans le même métier, qui ont aujourd'hui 50, 55 ans, que j'appelle régulièrement. Même des copains de mon âge. Tu sais, il y a plein de gens qui font des choses super bien, et je trouve que c'est hyper important de s'inspirer, de se faire conseiller, de demander conseil. Ça, c'est très important. Et j'ai eu la chance toute ma vie d'être très, très bien entouré sur cet aspect-là, que ce soit amicalement, familialement. Donc, puis je pense que la vie, elle est bien faite parce que elle te met des personnes sur ton chemin à un moment voulu. Et c'est une nécessité pour te permettre d'apprendre et d'aller un peu plus loin. Et je vais te poser une question qui est blanc ou noir. Tu préfères inspirer ou bousculer? Inspirer ou bousculer, ça, c'est une sacrée question. Elle est pour toi. Le truc, c'est de inspirer à 31 ans. Ça fait un peu... je me la raconte et je suis pas trop dans cette dynamique. Bousculer, ça fait aussi je me la raconte, dans le sens où j'arrive et je pense tout savoir, tout connaître. Donc tu m'as demandé blanc ou noir, je dirais gris, parce que je me positionnerai ni sur un ni sur l'autre. Mais t'aimes bousculer les choses quand même. Je pense que c'est pas bousculer, c'est qu'à un moment donné, t'es qui tu es. Tu vois, moi je suis hyper authentique comme garçon. Je sais d'où je viens. Mes parents sont ouvriers. Je dissocie tout le temps le succès commercial de ma marque et le succès économique, parce que c'est important aussi de faire le rapport des choses. Tu sais, des fois, tu arrives, je suis invité par des copains, ils voient Instagram, j'arrive et déjà, allez, ça y est, il est là, c'est pour Romain, c'est tout pour toi aujourd'hui. Mais, le roi de l'approche. Ouais, mais c'est important de dissocier ces deux aspects-là, parce que le monde de l'entreprise, c'est pas que ce qu'on voit, c'est pas que des prestations, c'est aussi derrière beaucoup de charges, beaucoup de taxes.
Donc la marchandise coûte très cher. On ne peut pas non plus mettre des prix exponentiels parce que sous prétexte que la marchandise a augmenté. Donc c'est pas bousculer, c'est d'être qui tu es. Et je sais que je suis qui je suis. Je me trimballe encore en Crocs. Et j'ai aucun problème avec ça. T'es venu en birk ce matin. Ouais, ce matin, je suis venu en birk parce que je me suis dit quand même, il faut mettre un peu. Il faut upgrader un peu. mais non, je pense qu'il faut être qui on est. Et puis après, ça plaît malheureusement ou ça ne plaît pas. Et ça, il faut juste accepter, quitter. Et moi, je sais que j'ai créé quelque chose qui se différencie par son authenticité, par sa sincérité. Et il n'y a rien ni personne qui me fera changer ce que je suis. Parce que je dissocie pas Romain à la maison ou dans le privé. T'es le même de partout. Et Romain au boulot. Déjà, parce que je suis pas beaucoup à la maison. Donc, je suis moi-même tout le temps parce que je suis beaucoup au boulot. Mais je dissocie pas ça. Il y a un client cette année qui m'a posé une question et qui me dit... Ça m'a fait sourire au début. Puis après, je me suis dit quand même, tu sais, un peu l'orgueil qui se défend. Et qui me dit, Romain, est-ce que tu n'as pas peur que ton côté ultra authentique et ultra attaché à Nice te ferme des portes? Tu lui as répondu quoi? Je citerai pas le client, mais il se reconnaîtra. Et je lui ai dit, j'ai réfléchi quand même quelques secondes, et puis je lui ai dit, écoute, ce que je pense vraiment, c'est que ça peut me fermer des portes, des fenêtres et des portes de garage. Je bougerai pas d'un iota de qui je suis. Tu resteras qui tu es. Ouais, je pense, parce que les gens, ils m'aiment pour ce que je suis. Si demain, ils doivent évoluer et changer, je pense qu'il n'y a plus d'intérêt. Et ça serait perdra en valeur. Ouais, voilà. En gros, pas en valeur d'argent, en valeur... Non, en valeur globale, émotionnelle. Ouais, émotionnelle. Parce que tu te dis, ça fait 10 ans ou 20 ans pour les amis, mais qu'on est avec quelqu'un et qu'on soutient, qu'on aime, qu'on apprécie, et à qui on donne de l'amour. Et l'amour, ça porte. C'est ce qui te permet aussi. Le leitmotiv, il n'y a que l'amour. C'est mes enfants, ma femme, ma famille. C'est eux qui me permettent de puiser la force au fond de moi pour pouvoir répondre présent. Mais ouais, du coup, je pense que s'il y a des gens qui t'ont aimé tout ce temps-là, tu peux pas les décevoir en décidant en changeant de changer. Ok. On va clôturer du coup cette première interview. Tout d'abord, je voulais vraiment te remercier pour ta venue. Merci à toi. De croire au projet Azur. Ouais, c'est une super idée. Merci beaucoup. Et si tu avais une phrase que tu voudrais laisser pour la fin de cet épisode et pour marquer ton empreinte de cet épisode, quelle serait-elle? C'est une phrase que j'utilise tout le temps quand je termine un interview ou quelque chose. C'est très simple, mais c'est très profond. Et c'est efficace. Ouais, ça clôture un peu tout le sujet qu'on a abordé là. Soyez heureux, aimez-vous. Magnifique. Voilà. Merci. Aimez-nous vivants. Ouais, même mort, on peut s'aimer. Ça, c'est pas un problème. L'amour, je pense qu'il n'y a pas de frontières, pas de limites. Tu continues de t'aimer tout le temps. Avec le respect. Toujours. Merci Romain. Merci à toi, David. À bientôt.